Bonjour, bienvenue Mobility TV sur le diesel, l'un des sujets chauds évidemment du moment. On va voir le contexte actuel avec les attaques, il y en a de toutes parts, et puis l'ensemble des répercussions avec nos invités. Il y a Fabrice Godefroy, président dieseliste de France. Bonjour. Éric Devos, président de JIPA. Bonjour. Sébastien Lepolès de FlexFuel, président Bonjour. Également. Et puis Laurent Desroufflets d'Autodistribution, le réseau de vente générale. Vous êtes le directeur de ce réseau, hein, sur l'ensemble en fait du réseau. Voilà. Alors, on va voir le contexte actuel. Déjà, peut-être avec vous, Fabrice Godefroy. C'est vrai que depuis des mois et des mois aujourd'hui, le diesel, et encore chaque jour, il y a quasiment un dossier, est attaqué. C'est clair que depuis maintenant quelques années, depuis 2012 exactement, le diesel subit un véritable procès à sens unique, un matraquage médiatico-politique sans arrêt, une pensée unique d'ailleurs, bourrée de contresens, de contre-vérités, d'amalgames, et qui pose d'ailleurs deux problèmes principaux. Et le problème premier, c'est notamment pour les automobilistes, parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte. Les pouvoirs publics ont tout fait pendant des années et des années pour pousser le diesel, à tel point qu'on est monté quand même jusqu'à 73% des ventes. On est quand même encore à 70% des ventes en diesel sur le parc roulant existant. Et toute la journée, on leur dit que c'est pratiquement des criminels de tourner avec un diesel. Ouais. Alors, avant de voir l'ensemble des répercussions, on va peut-être voir aussi ces caricatures. Comment vous les percevez, vous, dans les réseaux, sur le terrain? Avec vous, Éric Devos. Fabrice l'a rappelé à l'instant, aujourd'hui le parc circulant diesel, c'est 71% du parc circulant. Donc c'est quand même une part importante. Ceci dit, si on refait un peu l'histoire depuis 2012, comme ça a été dit là, la première faute, on peut dire, et on peut remercier les constructeurs, c'est d'avoir menti. Donc ça, évidemment, aujourd'hui, c'est pas admissible. Et évidemment que ça nuit considérablement à l'image du diesel. Ouais. D'avoir des... Vous expliquez parfois avec les constructeurs quand vous dites qu'ils ont menti? Non, pas spécialement. C'est un phénomène qui a eu lieu au niveau mondial, etc., au niveau de la première monte de la production des véhicules, etc., qui ne concerne pas tellement le monde de la prévente, mais c'est une conséquence, en tout cas. Ça a terni considérablement l'image du diesel. Ceci dit, deuxième point, je pense qu'il faut bien garder en tête, c'est la formidable inertie des parcs circulants dans leur structure. Aujourd'hui, 71% des diesels en France. Quand on fait des simulations chez JIPA, en prenant un scénario très pessimiste sur les 10 prochaines années, en disant que dans moins de 5 ans, il n'y aura plus que 15% d'immatriculation de diesel, ce qui est incroyablement pessimiste, parce que ce serait que les gros rouleurs qui achèteraient un véhicule diesel. Et que pendant plus de 5 ans, il n'y a que 15% d'immatriculation, même malgré ça, en 2028, il y aura encore 39% du parc circulant qui sera avec une motorisation diesel. C'est donc énorme. Après, ceci dit, il ne faut pas enterrer le diesel trop vite. Deux dirigeants, récemment, il y a moins de 10 jours, ont pris des positions. Un, Carlos Tavares, qui a dit « Attention, ne faisons pas une mutation trop vite vers l'électricité parce qu'on n'a pas tout étudié sur les conséquences de l'arrivée du tout électrique. » Deux, la semaine dernière, Matthias Müller, patron du groupe Volkswagen Monde, qui a dit « Attention, je prévois un retour du diesel à court terme. » Enfin, troisième, et juste pour finir, aujourd'hui, les préoccupations majeures du conducteur, c'est pas au moment de l'achat d'un véhicule la dépollution de son moteur. Demandez à n'importe quel consommateur dans la rue combien de grammes de CO produit son véhicule. Personne ne le sait. Les gens veulent du prix, du design et une carrosserie adaptée à leur utilisation. Une image noire peut-être du diesel pollueur, vous le voyez chez vous, Laurent Desroufflets, à Autodistribution ou pas? Ça dépend comment vous réagissez. Si vous réagissez en citoyen que nous sommes, l'Organisation mondiale de la santé a toujours dit que sur les particules fines du diesel, il y avait un souci. Donc là aussi, on rejoint l'inertie aussi à la fois des pouvoirs publics et à la fois des constructeurs sur cet effet-là. Donc en tant que citoyen, on sait bien que cette technologie sur la santé avait une petite problématique qu'on n'a pas traitée en tant que citoyen. Bon, au-delà de ça, après, quand vous réagissez en tant que professionnel, nous, on est là pour réparer et entretenir des voitures le plus longtemps possible. Donc nous, le rôle des réseaux, qu'on soit distributeur, un peu comme Dieselistes de France, ou qu'on soit réparateur, c'est maintenir ces véhicules le moins polluants possible, puisque de toute façon, on a une contrainte du consommateur qui est son budget d'entretien. Et ça aussi, voilà, c'est la balance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un parc roulant qui est équipé comme il est en diesel, aujourd'hui, à moins qu'en tant que, là encore, citoyen, on accepte cette transition énergétique et de payer le prix fort, le rôle des professionnels,
que nous sommes, c'est de continuer à entretenir ces véhicules le mieux possible pour qu'ils polluent le moins possible. C'est ça notre rôle. D'autant, Sébastien Le Pollès, qu'on n'est pas encore dans la solution alternative complète, quoi. Non, aujourd'hui, il y a des solutions alternatives qui existent, mais comme le disait tout à l'heure Monsieur De Vos, c'est qu'il y a 9 ans, en fait, avant que le parc change. Donc, effectivement, il faut entretenir les véhicules. Au niveau des solutions alternatives, il existe bien évidemment des solutions qui permettent aux véhicules de moins polluer et de moins consommer, notamment les kits FlexFuel qui permettent de convertir son véhicule au bioéthanol. Moi, l'avenir du diesel, très clairement, aujourd'hui, je rejoins un peu ce que disent ces messieurs, c'est-à-dire qu'il va rester sur la route. Il va sans doute sortir du centre-ville, parce qu'il n'a jamais été adapté au centre-ville. Les gens ont poussé à la consommation du diesel, mais il n'a jamais été adapté au centre-ville. Il va sans doute sortir des centres-villes, rester sur les grandes routes, et c'est là où il a sa plus grande utilité, c'est-à-dire sur les longs trajets, et effectivement avec des solutions alternatives au diesel, comme les boîtiers éthanol. Et vous sentez justement que cette alternative arrive, en tout cas que les automobilistes sont en train de chercher des solutions? Alors nous, on vous demande en tout cas. Oui, nous, depuis l'arrêté du 15 décembre qui a été mis en place par la DGEC, donc la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, permettant d'homologuer les boîtiers éthanol, ça a effectivement poussé très clairement les demandes pour ce type de carburant et donc d'installation de boîtiers. Nous, on a vu multiplier par 10 les demandes depuis le 1er janvier, les demandes d'installation de boîtiers éthanol sur les véhicules. Oui, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, Fabrice Godefroy, progressivement quand même des automobilistes qui se disent ça va changer ou il faut qu'on change aussi un petit peu. Alors peut-être nos achats, ce qu'on disait tout à l'heure des voitures diesel pour de longs trajets, mais pour la ville, aller vers d'autres solutions. Cela dit, c'est pas simple, on peut pas non plus multiplier les véhicules dans un foyer, quoi. Je pense qu'il faut que les gens achètent un véhicule par rapport à leur type d'utilisation, et ça aurait dû être déjà le cas à l'époque. On a poussé le diesel d'une façon extrême, on est en train de vouloir l'éradiquer d'une façon extrême. C'est exactement la même chose. Effectivement, le diesel aurait dû rester et devrait être donc le futur. Un, pour les berlines plus importantes, et 2 pour les grands rouleurs. Donc effectivement, ça sera certainement l'avenir du diesel, plutôt 30-35% du parc, 30% peut-être, pour les grands rouleurs et les grosses berlines. Oui. Les répercussions, on les voit déjà sur le parc aujourd'hui, entre les ventes et d'ailleurs et le parc roulant? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est effectivement une érosion des ventes de véhicules diesel, mais aussi globalement par le changement de comportement du consommateur en termes de mobilité, une érosion des ventes de véhicules et du niveau d'équipement en automobile. Sur la région parisienne, il se vend aujourd'hui tous les ans 2% de moins de véhicules. Donc, et ça va à un moment effectivement infléchir la courbe de croissance du parc sur l'Île-de-France. Voilà. Pourquoi ? Parce que les gens effectivement sur l'Île-de-France, à cause du trafic, de la pression diverse. À cause de Madame Hidalgo, vous allez dire qu'elle a raison finalement à cause de tout ce qui complique la vie d'un automobiliste aujourd'hui, une partie des gens se basculent sur d'autres moyens alternatifs de transport, pas forcément toute la semaine, des fois en semaine et pas le week-end, des fois le week-end et pas en semaine, mais globalement effectivement on voit une pression faite sur les automobilistes en milieu urbain pour qu'ils basculent sur des moyens alternatifs. Oui. Enfin, c'est quand même 40 millions d'automobilistes sur 66 millions de Français, donc c'est loin d'être négligeable. Et les gens, ils n'achètent pas un véhicule uniquement pour aller se balader le dimanche, ils en ont besoin pour aller se travailler. Et donc il y a quand même une besoin de mobilité avec la voiture, et notamment la voiture thermique. Et puis on a essayé, parce qu'on essaie de faire le balancier à une époque très diesel, puis maintenant on essaie de le pousser vers l'électrique. Bon, il faut quand même regarder un peu les chiffres. L'année dernière, le véhicule électrique, ça représentait 1,3% des ventes et 13% de progression. Donc pour l'instant, c'est très anecdotique. Donc le moteur thermique, dans sa généralité, parce qu'il n'y a pas que le diesel, il y a aussi l'essence qui commence à être touché. On nous parle de 2030, la fin du moteur thermique, et pas que le diesel. Donc derrière, il faut quand même vraiment relativiser. Oui, mais alors c'est plus lointain, Sébastien Pollès. Oui. Toutes les façons, il faut regarder ça avec quand même un peu de recul. Aujourd'hui, l'hiver, quand on doit chauffer tous les foyers, on est obligé déjà d'acheter de l'électricité à l'étranger. Je ne vois pas comment on peut ajouter un parc électrique, de voitures électriques là-dessus. Je pense que l'avenir demain de l'automobile, comme le disait Fabrice, c'est un peu vraiment lié à l'utilisation. On aura un peu d'électrique, un peu d'hydrogène, du diesel, de l'éthanol, du sans-plomb, et tout ça permettra d'avoir quelque chose d'écologique, et surtout que les gens achètent la voiture en fonction de leurs besoins. Juste si je peux rebondir sur la partie électrique, en plus de ça, on voit que l'Allemagne veut un peu supprimer le diesel, on le voit, et d'ailleurs d'une façon un peu plus sèche même que la France, parce que là, ils parlent d'un ancien diesel à partir d'une immatriculation avant 2015. Donc on ne peut pas vraiment appeler ça un vieux
vieux véhicule. Le problème, c'est que s'ils veulent le remplacer en Allemagne par un véhicule électrique, alors que la production d'électricité en Allemagne, c'est du charbon, donc si c'est ça le nouveau monde que propose l'Allemagne, le véhicule au charbon, il fera peut-être se poser quand même quelques questions quand même. Non, mais je pense que tu l'as souligné tout à l'heure, Eric, c'est que dans toutes ces transitions, en fait, il faut raison garder. Et je pense que nous, en tant que professionnels, ou au moins c'est ce qu'on dit aux garagistes aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions, ou à nos distributeurs qui ont investi massivement dans les diesels, il faut prendre beaucoup de recul. Parce que oui, il va y avoir des tendances nouvelles. En revanche, on a tous, en tant que professionnels, fait beaucoup d'investissements pour continuer à entretenir ces véhicules, notamment sur le diesel. Donc nous, on veut rester serein et garder la tête froide sur toutes ces transitions. Parce que tu l'as expliqué sur les tendances de parc. Donc les professionnels aujourd'hui, ils ont besoin aussi d'être rassurés. Et donc nous aussi, on milite auprès du pouvoir public pour dire cette transition énergétique, en tant que citoyen, on a tous une conscience écologique et on est tous prêts à l'accepter. En revanche, dans la mutation de tous ces métiers, il faut garder, raison garder justement, et avoir une transition un peu plus fluide et pas radicale, parce que de toute façon, c'est pas sain. Monsieur Tavares l'a très bien dit, sur l'électrique, aujourd'hui, on n'est qu'au début de l'aventure. Sur l'éthanol, on sait aussi qu'on n'est qu'au début de l'aventure. Le diesel, quand il a vraiment éclos il y a 30 ans, on n'imaginait pas toutes les conséquences qu'on découvre aujourd'hui. Donc dans toute transition, il y a à la fois des bienfaits, c'est le bienfait du progrès, mais il y a aussi quelques désavantages. Voilà, donc moi je pense que là-dessus, vis-à-vis des professionnels que nous sommes, il faut raison garder et continuer à avoir, je pense, un rôle psychologique vis-à-vis du consommateur, qui lui là-dedans est un peu manipulé, si je veux dire aussi par les médias et par rapport au pouvoir d'achat. Ouais. Éric Devos, alors il faut garder son sang-froid, comme disait Laurent Déruffet à l'instant. Cela dit, il y a des constructeurs qui montrent quand même des signes très forts. Fiat, Toyota, par exemple, avec un désengagement quasiment immédiat. Oui, il y a, mais je le rappelais tout à l'heure, en moins de 10 jours, on a 2 autres patrons qui ont fait des déclarations différentes. Alors comment garder son sang-froid dans ces conditions Premièrement, puisqu'on est là aussi pour parler des professionnels, il est important de garder son sang-froid, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a une inertie phénoménale du parc circulant. Donc même dans le pire scénario catastrophe d'immatriculation de véhicules diesel, uniquement pour des grands couleurs qui s'effondreraient à 15% des ventes, on aurait encore 35% du parc circulant dans 10 ans. Deuxièmement, quand on met une pression énorme, particulièrement en France et en Europe, sur le bouc émissaire qu'est le diesel, je dis pas, on a la chance d'être très présent en Amérique latine, en Asie, etc. Par exemple, en Chine, où il y a énormément de problèmes de pollution, ne serait-ce qu'à Pékin, taux de diesel, 0. Il n'y a pas un diesel en Chine, pas un diesel, sauf sur les véhicules poids lourds, mais il n'y a pas de véhicule particulier diesel, mais il y a de la pollution quand même. Donc c'est un peu abusif de tout mettre sur le dos d'une seule motorisation, qui a énormément d'avantages, parce qu'effectivement elle produit moins de CO, donc elle contribue mieux à sauver l'ours polaire que la motorisation essence, et évidemment d'un autre côté, on peut la soupçonner éventuellement par les nanoparticules de peut-être être cancérigène. Voilà. Donc l'équilibre n'est pas facile entre les deux, mais néanmoins, comme on l'a souligné tous tout à l'heure, on a besoin de bouger, on a besoin de rouler, et on a besoin de trouver la moins mauvaise solution avec le meilleur équilibre possible. Sur la partie constructeur, je peux réagir. Je pense que déjà, il y a une mutation au niveau des constructeurs. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les constructeurs actuellement, sur les petites citadines, ne veulent plus investir sur le diesel. Donc ça fait partie aussi de cette baisse-là. Il n'y a pas que le matraquage anti-diesel qui fait baisser le parc roulant. C'est aussi le changement culturel. Maintenant, les petites citadines, elles sont plutôt équipées de petits 3 cylindres essence. Donc il y a aussi une mutation à ce niveau-là qui fait que forcément le diesel va prendre une place, comme je le disais au début, plutôt des grosses berlines. Donc il y a aussi ce phénomène-là. Quand je reparle par rapport aux particules, tous les rapports montrent d'Air Paris notamment que toutes les particules ont baissé. Et d'ailleurs c'est pour ça que tous les détracteurs actuellement du diesel ne parlent plus tellement des particules. Ils parlent maintenant plutôt des oxydes d'azote, parce que tout ce qui a été particule a été quand même largement réglé, notamment avec les filtres particules. Bien sûr. Beaucoup d'efforts. Et pourtant, il y a toujours quand même cette pollution, et il y a toujours... qui baisse très largement. Oui, de toutes les façons, comme le disait Fabrice, avec les motorisations essence qui sont en train d'être mis en place, faut pas oublier quand même que acheter un véhicule, c'est quand même un budget. Tout le monde ne va pas changer son véhicule parce que ça pollue, parce qu'il est diesel ou parce qu'il est pour passer à l'essence. Donc il y a une inertie qui va se mettre en place
un Français garde quand même son véhicule 10 ans en moyenne, hein. C'est ce qui ressort aujourd'hui des chiffres. Et effectivement, pour les véhicules qui sont remis en motorisation, on a quand même le coût du carburant. C'est pas donné, un litre d'essence aujourd'hui, c'est quand même le carburant le plus cher qu'on trouve à la station. Et il augmente encore en ce moment. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est de réussir à mixer entre l'essence en centre-ville avec des carburants alternatifs comme l'éthanol, parce que même si on est au début de l'homologation de l'éthanol, on a quand même divers pays dans le monde qui sont lancés dans l'éthanol et qui nous montrent un peu l'exemple des bienfaits de ce carburant sur l'indépendance énergétique notamment, et ça permet de rouler quand même beaucoup moins cher à des tarifs qui sont abordables, parce qu'on a 69 centimes le litre. Ouais. Donc au niveau du pouvoir d'achat, plus on économise sur sa consommation, mieux on peut entretenir son véhicule. C'est des budgets qu'on peut réattribuer à autre chose. Oui, mais pardon, il y a quand même quelque chose qui est assez inquiétant. C'est que, vous l'avez dit, sur l'électrique, il y a un vrai souci sur le long terme, sur la production, et il n'y a pas une solution émergente forte. Non. Qui peut rassurer le public, les constructeurs et vous, l'ensemble des professionnels aujourd'hui. Non, on l'a dit, il y a un mix. Un mix énergétique. C'est obligatoire, oui. Il y a de l'hydrogène, mais il faudra le produire l'hydrogène, donc il y aura également une source de pollution. Il y aura de l'électrique, il y a de l'électrique, mais il faut également produire l'électricité. Malheureusement, à partir du moment où on se déplace, même à partir du moment où on respire, on crée du CO2, on crée de la pollution. C'est comme ça. L'activité humaine crée de la pollution. Donc ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y aura toujours à un moment ou à un autre un élément polluant qui est lié à un déplacement. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le maîtriser et l'adapter en fonction de ses besoins. Oui. Les constructeurs vont avoir un objectif extrêmement important qui va être très difficile à toucher pour eux. On appelle ça d'ailleurs le mur du CO2 qui arrive en 2021 avec le 95 grammes au kilomètre en moyenne pour les constructeurs. Et là, malheureusement, ils vont être un peu bloqués parce qu'en éliminant le diesel, ils vont avoir de plus en plus de mal à l'atteindre. Parce qu'effectivement, le diesel a peut-être tous les mots quand on entend tout le monde. Par contre, il consomme moins, donc il développe moins de CO2, 20% en moyenne. Donc là, il va y avoir un souci, il risque d'être coincé par rapport à cet objectif-là. Donc on verra que peut-être qu'il y aura un retour du CO2. En plus, on a eu quand même, j'en finis là-dessus, on a eu un rapport qui était extrêmement intéressant qui est sorti il y a 15 jours, qui montrait qu'on baissait au niveau du CO2, au niveau du parc roulant, depuis 23 ans. Et depuis 23 ans, on est en train de réaugmenter avec le rééquilibre essence-diesel. Donc on voit très bien que le diesel a aussi une part de possibilités, notamment au niveau de la COP21, de trouver des solutions au niveau écologique. Oui, Laurent Desrouffet, vous disiez tout à l'heure, on le dit dans les garages, dans le réseau, il ne faut pas paniquer, il faut garder son sang-froid. Cela dit, il faut quand même, j'imagine, s'adapter, s'organiser avec ce changement, la dépollution en fait du parc, globalement. Mais là-dessus, je ne suis pas inquiet, d'une part parce qu'il y a des initiatives autour des fédérations professionnelles. Hein. Il y a un label éco-entretien qui est aujourd'hui installé et qui va être développé sur le marché avec l'ensemble du CNPA notamment et de la FEDA, puisque là, on veut... avec aussi le durcissement du contrôle technique, hein, parce que si on se met d'un point de vue consommateur, il y a beaucoup de choses en ce moment qui lui tombent sur la tête. Hein. Ouais. Il y a à la fois le durcissement du contrôle technique, il y a à la fois lui dire t'es un pollueur, et puis à la fois on lui dit ça serait bien que tu oublies ta voiture et que tu voyages avec tout le monde dans des biens publics. Il ne faut pas oublier le petit coût en début d'année de 7 centimes sur le diesel aussi. Et puis après il y a le coût du carburant qu'on oublie, c'est une bonne remarque, parce que de toute façon ça faisait il y avait au moins 5-6 ans on était dans une tendance baissière, et ça on sait très bien dans le budget des ménages, le coût du carburant influence la mobilité. Donc quand vous complétez tout ça, c'est vrai que les professionnels, ils sont au milieu d'un consommateur qui interagit et qui veut optimiser son budget. Donc nous, c'est à nous aussi d'être rassurants. C'est à nous de prouver qu'on est capable de continuer à entretenir ces véhicules à un coût juste. Hein, et équitable. Donc l'éco-entretien, je pense, va être une bonne démarche, parce que c'est bien beau aussi de dire qu'on va avoir un contrôle technique plus dur sur la pollution. Après, il faut... on sait déjà que les normes à l'origine ont été difficiles à mesurer, donc maintenant il faut les remesurer par rapport au contrôle technique, et ensuite il faut être... Je pense que le consommateur est sachant, hein. Donc tout ce qui s'est passé à l'amont avec les constructeurs, ça va être très compliqué de lui expliquer au niveau du contrôle technique que le contrôle technique, maintenant, sa voiture polluait, alors qu'il a acheté une voiture soi-disant qui ne polluait moins ou peu, puisqu'il y avait des bonus qui sont nos impôts. Donc en fait c'est tout ça qui se mélange dans la tête, à la fois de nos professionnels et de nos consommateurs. Donc il faut faire le tri. Donc on a travaillé de concert aussi avec des hélices de France sur ces sujets-là, pour avoir demain un label éco-entretien qui permet vis-à-vis de professionnels indépendants de porter un discours serein et à mon sens efficace sur votre voiture, c'est un bien propre. On peut continuer à l'entretenir pour vous à un coût juste. Voilà. Et c'est ça qu'on doit nous tenir. Et on doit alerter les pouvoirs publics. Parce que moi, je réinsiste, hein, cette transition énergétique, en tant que citoyen, il faut la porter. Par contre, il faut la porter dans un cycle qui soit, pour les professionnels qui ont investi, quelque chose qui leur permette finalement de se transposer dans la mutation. Hein, et c'est un peu ce où il y a un peu de polémique aujourd'hui.
on en discute quelquefois avec des élites de France, c'est-à-dire qu'à force de dire qu'il y a une mauvaise chose et une bonne chose, eh ben on oublie finalement que tout ça c'est une mixité et qu'on a des compromis à faire ensemble. Voilà. Merci. Je pense qu'on peut conclure sur cette note quand même un peu optimiste finalement sur le diesel et toutes ces attaques subies, mais il y a quand même encore des étapes devant nous. Merci de nous avoir suivis sur Mobility TV autour du diesel.